Si tu souhaites partir en Islande pour ton prochain voyage mais que tu te poses encore beaucoup de questions pratiques, t'es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te partager les 10 choses à savoir avant de partir en Islande. C'est parti! Salut, c'est Seb, bienvenue sur ma chaîne où je partage mes dernières aventures autour du monde. Si t'es nouveau ici et que le contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. On commence tout de suite avec les 10 choses à savoir avant de partir en Islande. La première chose que tu te demandes sûrement, c'est quand partir en Islande. Effectivement, l'Islande, c'est un pays qui se visite aussi bien l'hiver que l'été. En hiver, le temps d'ensoleillement est compris entre 5 et 10 heures par jour. Et les températures que tu pourras retrouver là-bas, ça sera entre -2 et 2 degrés. Après, ça reste des moyennes. La plus grande majorité des routes secondaires de l'Islande sont fermées en hiver, donc ça concerne principalement les F-Road qui sont au centre de l'île et les Westfjords qui sont au nord-ouest. Ces routes sont fermées parce qu'elles sont impraticables et elles ne sont pas dégagées. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur l'application Safe Travel qui répertorie un petit peu toutes les routes praticables en direct en Islande. Par contre, en hiver, vous pouvez admirer les cascades, les lacs gelés et tous les paysages montagneux enneigés et c'est magnifique. En été, c'est complètement l'inverse. Il y a un taux d'ensoleillement qui est compris entre 17 et 21 heures par jour et au pic, en juillet, vous avez 3 heures de nuit. Alors, la nuit là-bas, c'est un petit peu différent qu'ici en France. Le soleil se couche, mais il fait jamais vraiment nuit. La température, elle est comprise entre 4 et 15 degrés, et nous, quand on y était, sur nos 3 semaines, on a eu même des pics à 24 degrés parfois. Contrairement à l'hiver, la majorité des routes secondaires sont normalement ouvertes. Vous pouvez consulter leur statut sur l'application précédemment citée, et la plupart de ces routes sont praticables. Il vous faut quand même un SUV ou un 4x4 si vous voulez faire les F-Road qui sont principalement au centre de l'île. Beaucoup de paysages et d'activités qui sont normalement impossibles en hiver s'offrent à vous, et le climat est quand même bien plus agréable. Attention tout de même, si vous êtes sensible à la lumière, à bien prendre un cache-œil pour la nuit, car la nuit là-bas signifie seulement que le soleil n'est plus visible, mais il fait toujours jour. On passe maintenant à la deuxième chose à savoir avant de partir en Islande, le parcours. Alors le parcours, en fonction du temps que vous avez choisi, si c'est entre 1 semaine et 10 jours, il peut être intéressant de faire le Cercle d'Or. C'est la partie la plus touristique de l'île, mais on y voit énormément de belles choses, notamment des cascades, des canyons. Et en option, sur cette semaine ou les 10 jours que vous avez choisi pendant votre parcours, vous pouvez également faire les F-Road qui se situent au centre de l'île. Elles sont plutôt accessibles en été et c'est vraiment magnifique. Si vous ne souhaitez pas faire les F-Road parce que vous n'avez pas forcément le bon véhicule adapté ou tout simplement que ça ne vous intéresse pas, vous avez toujours l'option d'aller sur le glacier Vatnajökull qui se situe vraiment au sud de l'île. Et vous avez différentes options, donc soit voir les lacs glaciaires, vous avez notamment la Diamond Beach qui est très sympa à voir, et vous pouvez également faire des excursions guidées sur le glacier. Si vous restez plus de 2 semaines, en plus du Cercle d'Or, je vous conseille les Westfjords, et notamment la réserve Dawnstrandir. Je vous en reparle un petit peu après dans la vidéo. Si vous restez 3 semaines ou plus, vous avez la possibilité de faire le tour complet de l'île, comme on a pu faire lors de notre road trip, 4800 km quand même, que vous pouvez consulter juste ici. Ça vous fait passer par l'est et le nord du pays, et notamment par le lac de Mývatn, qui est quand même très intéressant. C'est une zone un peu touristique, mais vous avez énormément de choses à voir. On va maintenant passer au troisième point qui est comment louer sa voiture. Effectivement, sauf si vous souhaitez faire le tour de l'île en vélo ou à pied, ce qui risque d'être long, vous avez la possibilité de louer une voiture, ce qui est quand même indispensable selon moi si vous faites l'Islande. Pour louer une voiture, la meilleure solution que nous avons trouvée, c'est la compagnie Blue Rental Car. Le checking y est très rapide et les prix sont les moins chers du marché. Il y a 2 agences, une à l'aéroport de Keflavik, là où vous allez normalement atterrir, et une dans la capitale, Reykjavik. Ensuite, vous avez 2 options. Vous avez l'option citadine et l'option SUV ou 4x4. En fait, la première option citadine, vous allez pouvoir faire le tour de l'île sur la route principale numéro 1, mais vous n'allez pas avoir l'option de rentrer dans les terres, là où il y a des choses intéressantes à voir quand même. Avec un SUV, vous irez partout. Des F-Road avec des traversées de rivières, aux routes du nord-ouest pleines de gravier et de nids de poules. Et avec Blue Rental Car, on a même eu la chance d'être surclassé à notre arrivée. On avait de base un Dacia Duster et au final, on s'est retrouvé avec un Suzuki Vitara. Et en ce qui concerne le prix de la location de la voiture, on en a eu pour 2200 € assurance comprise avec 2 conducteurs pour 22 jours. Ce qui va nous amener directement au point numéro 4 avec le coût de la vie en Islande.
Alors, il faut savoir qu'en Islande, le coût de la vie est très cher, que ce soit au niveau de la location de la voiture, jusqu'au supermarché où vous allez aller faire vos courses. Après, la beauté des paysages vaut quand même largement le détour, mais il faut bien avoir conscience qu'une fois sur place, vous allez que rarement avoir l'occasion de compenser en fait toutes les grosses dépenses que vous avez fait, comme les billets d'avion ou les locations. Pour la plupart des restaurants, vous allez vous en sortir à un peu plus de 30 € pour avoir mangé correctement, sans que ça soit de la grande cuisine. Pour les supermarchés, c'est la même histoire. Vous allez vous en sortir approximativement pour 20% plus cher qu'en France, mais il faut quand même garder en tête que c'est une île et que l'importation coûte cher. Les nuits à Airbnb tournent facilement au-dessus de 100 €, sauf si vous choisissez des dortoirs, et vous allez pouvoir vous en sortir entre 30 et 70 € la nuit. Il faut aussi savoir que 80% des sites à peu près touristiques en Islande, en été, sont payants. C'est-à-dire que vous n'allez pas payer l'entrée directement, mais quand vous allez arriver sur le lieu, il va y avoir un parking obligatoire, vous allez devoir vous garer et payer. Le prix des parkings, il est aussi entre 5 et 10 €. On va passer maintenant au point numéro 5 de stop, qui sont les sources chaudes. Situées un petit peu partout en Islande, les sources chaudes sont des points de rencontre et de détente pour les locaux, mais aussi pour les touristes bien avisés. La plupart des touristes, quand on parle de bain chaud, vont aller se jeter sur le Blue Lagoon ou sur les bains chauds de Mývatn. C'est bien sympathique, mais c'est hors de prix. Alors que vous pouvez trouver plein de sources chaudes gratuites tout autour de l'île si vous vous renseignez bien. Parfois peu connues ou inaccessibles, elles apportent quand même un vrai plus à votre parcours. La première que je vous conseille, c'est Reykjavíkur Hot Spring. Elle se situe dans le sud de l'île et elle est accessible après une petite randonnée. En fait, c'est deux rivières qui vont se rencontrer, une chaude et une froide. Donc si vous êtes dans les premiers arrivés, vous allez pouvoir vous mettre dans la rivière chaude, qui est aux alentours de 40 degrés comme on a pu faire. Sinon, vous allez vous mettre en contrebas et l'eau sera un petit peu tiède car elle rassemblera les deux rivières. Ensuite, la deuxième, c'est une petite pépite qu'on a trouvée, c'est la cascade chaude de Laugarvellir. Alors celle-là, elle est vraiment inaccessible, elle se situe sur une F-road, donc une route pleine de gravier, et en plus de ça, elle est pas très bien indiquée. Vous allez descendre en contrebas dans la vallée, et ensuite vous allez arriver à un endroit où il y a une cascade chaude. Du coup, vous allez pouvoir vous baigner sous la cascade. Et la dernière que je vous conseille, c'est Polyring Hot Spring. Elle se situe dans les Westfjords de l'île, et elle est au bord de la route. Concrètement, vous avez juste à vous garer au parking, c'est gratuit. Et là, vous allez avoir des bains aménagés, bains chauds et un petit bain froid. Il y a beaucoup de locaux qui se rencontrent le soir là-bas, donc ça peut être sympa si vous voulez faire des petites rencontres. Et petite anecdote, cette hot spring se trouve juste à côté d'un village de pêcheurs où il y a une boutique autonome où vous pouvez récupérer la pêche du matin. Vous pouvez retrouver ça dans ma vidéo du road trip de l'Islande. On va passer au point 6 maintenant de ce top avec la réglementation des drones en Islande. Alors la réglementation des drones en Islande, elle est beaucoup plus simple qu'en France. En fait, vous pouvez faire voler votre drone partout, sauf s'il y a des panneaux qui interdisent l'usage des drones. Ce que j'ai constaté, c'est que principalement dans les gros sites touristiques, vous n'avez pas le droit de faire voler votre drone, et aussi tout le long de la côte, là où il y a des zones de nidification pour les oiseaux marins. Mais ça vous empêche pas de faire des magnifiques plans de drone, il y a largement de quoi faire tout autour de l'Islande. Le point numéro 7, c'est où dormir en Islande. Alors comme j'ai dit précédemment, les logements en Islande sont très chers. Donc si vous restez plus d'une semaine sur l'île, moi je vous conseille de faire du bivouac ou d'aller dans les campings. C'est super bien aménagé, il y en a tout autour de l'île, vous trouverez très facilement. Et en plus de ça, les tarifs sont quand même beaucoup plus abordables, c'est entre 7 et 14 € la nuit, maximum par personne. Et vous avez des très bonnes installations, notamment avec de l'électricité, de l'eau, des douches, pratiquement sur, allez, je dirais 70% des campings et des bivouacs. On va maintenant passer au point numéro 8 de stop, et c'est les Westfjords. Alors les Westfjords, ça a été une de mes principales surprises en Islande. C'est une zone qui est un peu plus reculée, et où l'activité humaine y est beaucoup moins importante, et il y a moins de touristes aussi. On peut notamment citer la réserve Donstrandir, qui est un endroit où on peut observer le renard arctique, et on peut faire des excursions de plusieurs jours. Elle est accessible seulement en bateau. Mais dans les Westfjords, vous pouvez aussi retrouver beaucoup de choses, des paysages très différents. Ça va des falaises où vous pouvez observer des oiseaux marins, comme le macaremoine par exemple, aux plages de sable blanc ou orange, qui sont tout au sud des Westfjords. L'avant-dernier point de cette vidéo, c'est un point qui est un petit peu anecdotique, mais c'est l'aéroport de Reykjavik. En effet, juste faites bien attention quand vous réservez votre billet, parce que l'aéroport qui est dit de Reykjavik, en fait, c'est la plupart du temps l'aéroport de Keflavik, qui se situe à 40 minutes de la capitale. Alors, quand vous arrivez à Keflavik, vous avez des navettes 24 heures sur 24 pour rejoindre la capitale Reykjavik, mais ça vous coûtera environ 30 € supplémentaires par personne. Et le dernier point, qui n'est pas des moindres, c'est la condition physique et comment on accède aux nouveaux volcans en Islande. Tout dépend de ce que vous voulez faire en Islande. Parce qu'en fait, la plupart des chemins sont quand même très bien aménagés et très bien balisés.
notamment sur les gros points touristiques. Toutefois, si vous souhaitez sortir du circuit touristique classique, comme le centre de l'île, les randonnées du nord-ouest ou encore le nouveau volcan, il vous faudra un minimum de conditions physiques sans pour autant être un très grand sportif. Si vous souhaitez atteindre le nouveau volcan qui est rentré en éruption en juillet 2023, il vous faudra environ 20 km et 400 mètres de dénivelé positif, aller-retour. Il faut donc compter environ 4 heures de randonnée, sans compter le temps sur place. En plus de ça, la randonnée est totalement exposée au soleil, il y a très peu d'ombre, donc je vous conseille de prendre beaucoup d'eau. Pour l'accès en voiture, vous avez deux options. Soit le Volcano Scali Parking, soit le Volcano Scali Parking P2. Si vous choisissez la randonnée à partir du premier parking, vous pourrez observer le volcan depuis la montagne qui se situe juste en face. Donc c'est très bien pour observer les coulées de lave. Et si vous choisissez la randonnée à partir du deuxième parking, vous allez pouvoir vous retrouver au pied du volcan. J'ai fait les deux et franchement, les deux se font très bien et vous avez une bonne visibilité sur le volcan. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à laisser un like. Et si tu veux plus de contenu de ce genre, abonne-toi à la chaîne. Allez, ciao ciao.